Une chaise tournée vers le mur. Mais qui l'a placée ainsi? Bienvenue dans Dossier. Je suis votre animateur, Étienne. Dites-nous d'où vous nous écoutez aujourd'hui. Je suis impatient de le savoir. Vos indices peuvent faire basculer l'affaire. C'est parti. Tout a commencé, comme c'est souvent le cas dans la paroisse Sainte-Pétronelle, par quelque chose de tout à fait banal. Un jeudi matin, adouci par le parfum de la lavande tardive et le bourdonnement des abeilles des haies. Madame Edith Lovelace ouvrit les porte-fenêtres de son salon pour laisser entrer la brise d'août et découvrit que la chaise avait été retournée. Le salon de jardin de Nether Bellows était sa fierté. Une véranda octogonale donnant sur l'aile ouest, encombrée de gravures botaniques, de chintz délavés et d'objets de famille qui sentaient vaguement l'huile essentielle de citron et la déception. Une chaise en particulier, un vieux fauteuil victorien aux revêtements bordeaux usés, s'harmonisait depuis longtemps parfaitement avec les fenêtres, tournées vers les parterres de taupières et de rosiers taillés. Mais récemment, pour des raisons qu'Edith ne comprenait pas, la chaise s'était mise à faire face à l'opposé, tournée vers le mur intérieur, comme si quelqu'un s'y était assis pour regarder les braises éteintes de la cheminée. Chaque fois qu'elle la corrigeait, la chaise retrouvait son chemin vers le mur. Son neveu Charles, qui avait emménagé 6 mois plus tôt après un incident très mineur lié à un scandale hypothécaire à Eastbourne, avait accusé le chien. Madame Lovelace n'avait pas de chien. « Je suppose que ce n'est rien, Edith, » dit Sybil Carruthers ce matin-là, levant sa tasse de thé avec un désintérêt qui trahissait son désir d'en savoir plus. Probablement une de ces femmes de ménage, étrangères, non. Je n'ai pas fait appel à une femme de ménage depuis l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs, répondit Edith d'un ton acerbe. Et j'ai fermé la chambre à clé, hier soir après avoir lu mes psaumes. Eh bien, alors ce sont des fantômes, dit Sybil avec ce sourire irritant et insouciant qu'elle avait quand elle essayait de paraître moderne. Ou des cambrioleurs diplômés en décoration d'intérieur. Ils rirent tous les deux poliment, mais Edith sentit le froid dans ses doigts. Elle n'était pas nerveuse, pas à son âge, mais il y avait quelque chose d'étrange. Pas seulement la chaise, toute la maison était bizarre. D'étranges craquements dans le plancher. Un pot de confiture a disparu du garde-manger, retrouvé à la cave. Des ombres, là où il ne devrait pas y en avoir. Et puis, bien sûr, est venue la question du tableau. Elle avait disparu 2 jours auparavant. Une petite huile représentant la mère de son défunt mari était accrochée juste au-dessus du canapé. Elle avait supposé qu'elle était tombée, ou peut-être qu'elle avait été décrochée par Charles dans un de ses accès de ménage. Mais interrogé, Charles affirma ne jamais y avoir touché. « Femme hideuse, dit-il, je ne m'en soucierai pas. » Ce matin-là, le soleil ne perçait pas les fenêtres. Ce matin-là, elle remarqua que l'air du salon de jardin avait changé. Et c'est alors qu'elle entra à nouveau, et la vit, la chaise, dos au mur, droite comme un soldat, comme si elle attendait quelque chose, ou quelqu'un. Sybil jeta un coup d'œil à l'horloge. « Mon Dieu, je dois aller à l'église. Il répète la chorale de la fête des moissonneurs. Le pauvre père Blevins est complètement sourd. » Elle se leva, épousseta les miettes de pâtisserie sur ses genoux et se dirigea vers la porte. Edith la suivit distraitement, sa main effleurant le bord de la chaise à leur passage. Il faisait chaud. Plus tard dans la soirée, Charles n'est pas descendu pour souper. Il ne l'appelait pas non plus d'en haut lorsqu'elle frappait doucement à sa porte. Il était souvent distant, mais jamais silencieux. Et dans le silence paisible de Nether Bellows, Edith redescendit l'escalier, ses chaussures confortables résonnant sur le carrelage.
Elle s'arrêta devant le salon de jardin. La porte était entr'ouverte. La chaise, bien sûr, était face au mur. Mais cette fois, quelqu'un était assis dedans. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Et lorsque la chaise tourna lentement, trop lentement pour être naturelle, Edith Lovelace ne cria pas, car le visage qui se tourna vers elle, les yeux ouverts et la mâchoire béante, était celui de son neveu, Charles Lovelace. Et il était très, très mort. Edith ne se souvenait pas d'avoir crié, même si plus tard, Sybil Carruthers affirmait avoir entendu quelque chose qui ressemblait plutôt qu'à une bouilloire qu'on étrangle. En vérité, la voix d'Edith s'était envolée dès que les yeux de Charles avaient croisé les siens, ouverts, fixes et incroyablement immobiles. Une étrange paix se lisait sur son visage, comme si la mort l'avait surpris, en pleine réflexion. Sa tête penchait légèrement vers la droite, un bras drapé de façon anormale sur l'accoudoir, et ses chaussures étaient soigneusement posées sur le tapis sous lui. La chaise Bordeaux n'était plus tournée vers le mur. Elle pointait désormais vers l'extérieur, parfaitement alignée avec l'allée du jardin, comme Edith l'avait toujours préféré. Plus tard, l'agent de police du village, un jeune homme aux joues roses nommé P.C. Rowan, s'efforça de paraître imperturbable en examinant la scène. « On dirait qu'il n'y a pas eu de bagarre, » dit-il en s'agenouillant près de la chaise. « Pas de verre brisé, pas de traces d'effraction. »« Il n'y en aurait pas, » dit doucement Edith, les mains tremblantes, malgré le châle serré autour d'elle. La porte d'entrée était fermée à clé. Seuls Charles et moi avions les clés. Elle n'avait pas osé toucher le corps. Elle avait quitté la pièce comme si l'air lui-même avait été empoisonné, trébuchant jusqu'à la cuisine, où elle avait téléphoné au poste avec des doigts qui ne lui ressemblaient plus. L'agent Rowan était arrivé 20 minutes plus tard, suivi de près par le médecin du village, Edward Markham, qui avait autrefois mis Charles au monde. Markham n'était pas un homme enclin au drame. Il était calme, sobre dans ses gestes et généralement plus préoccupé par les cas de gouttes locaux que par les décès survenus dans les jardins. Il examina Charles avec un détachement clinique, soulevant chaque paupière du coin de son canif et vérifiant la bouche d'un doigt ganté. « Il est parti depuis plusieurs heures, » murmura-t-il finalement, en jetant un coup d'œil à sa montre. « Depuis ce matin environ, je parie. Aucune blessure visible. Il faudra que j'attende le rapport du médecin légiste pour être précis, bien sûr, mais c'est inhabituel. »« Inhabituel comment ?» demanda Rowan. Markham se leva lentement, lissant son manteau. « Pour un homme de son âge et en bonne santé générale ? Une insuffisance cardiaque est possible, mais... Bon, il y a du vrai dans cette expression. Tu ne trouves pas ?» Ils se tournèrent tous deux vers Charles. Sa bouche était légèrement entr'ouverte, mais le reste de son corps était calme, figé. Pas paisible, pas tout à fait, plutôt surpris. En milieu de matinée, la nouvelle s'était répandue, discrètement d'abord, comme une brume sur un terrain de cricket. Mais Street Petronella était un village nourri de curiosités et de traditions bavardes. À midi, Mademoiselle Leiris Cartwright affirmait avoir vu une étrange ombre passer devant les fenêtres de Nether Bellows la veille. À 2 heures, M. Finchley, à l'épicerie, avait épuisé ses biscuits pour le thé. « On mange toujours quand quelqu'un meurt, » dit-il gaiement, « surtout quand c'est suspect. » Et en fin d'après-midi, un petit groupe de voisins s'était formé devant le portail d'Edith, parlant à voix basse et scrutant la maison avec un mélange d'inquiétude et d'intrigue. Edith, de son côté, restait à l'étage. Elle n'avait pas mangé depuis la veille, pas précisément à cause du chagrin. Charles n'avait jamais inspiré cette affection qui perdure au-delà de ce qui est attendu.
mais parce que quelque chose la rongeait profondément. La chaise, le tableau disparu, les sensations étranges dans la maison, de petites perturbations indétectables qui semblaient maintenant délibérées. Ce n'était pas une femme fantaisiste. Elle croyait aux chaussures pratiques, à l'eau bouillante et à l'utilité d'une observation silencieuse. Mais elle croyait aussi au schéma, et quelque chose se formait entre ces événements. Quelque chose de trop bien placé pour être une coïncidence. Juste après 5 heures, un léger coup retentit contre la porte d'entrée. Sybil Caruthers se tenait sur le pas de la porte, vêtue d'une robe bleu marine, inhabituellement sobre, et tenant une boîte de gâteaux aux noix. « J'ai apporté quelque chose », dit-elle, en poussant doucement à l'intérieur, sans attendre qu'on l'invite. « J'imagine que tu n'as rien mangé depuis, et je pense que le sucre aide à atténuer le choc. » Edith se laissa guider vers le salon, où Sybil posa le moule sur le plateau, l'air de quelqu'un qui considérait le gâteau comme une solution temporaire à la mort. La théière fumait doucement, à côté, bien qu'Edith ne se souvienne pas de l'avoir préparé. Tout le monde est dans tous ses états, bien sûr, poursuivit Sybil en versant 2 tasses. Pas seulement à cause de Charles, mais, eh bien, je suppose que vous le savez. Entendu quoi? Sybil se pencha en avant, murmurant, même si personne ne pouvait l'entendre. À propos des enfants. 2 garçons de la chorale de la chapelle, les fils de Robert Pym, jouaient près de la haie du presbytère et ont trouvé une clé. Une clé? À votre portail de jardin, apparemment enfoui sous le lierre, vieux et rouillé, mais il s'adapte parfaitement à la serrure. L'agent Rowan dit qu'il est peut-être là depuis des années. Mais le timing, Edith, ne trouvez-vous pas cela plutôt étrange? Edith ne répondit pas. Elle fixait sa tasse de thé, les sourcils froncés. Le portail du jardin n'avait pas été utilisé depuis des années. Il donnait sur le cimetière, envahi par la végétation et à moitié caché par le cornouiller. Son défunt mari l'avait cadenassé des décennies auparavant, après une alerte au cambriolage, et elle avait supposé que la clé était perdue depuis longtemps. « Charles était au courant ?» demanda Sybil. « Non », répondit lentement Edith. « Il ne l'aurait pas fait. » Sybil prit une gorgée, les yeux rivés vers le salon de jardin. « Et cette chaise ?» Edith leva les yeux. « Eh bien, » continua Sybil, « tu as dit qu'il tournait sans arrêt, face au mur. Je me demande, penses-tu que Charles aurait pu faire ça ?»« Je le lui ai demandé, » dit Edith. « Il a prétendu ne pas l'avoir fait. »« Et le tableau ?» Edith secoua la tête. Disparu, aucun signe, ni au grenier, ni à la cave. Sybil tapota la porcelaine du bout des doigts. « Tu sais ce que je pense, n'est-ce pas? C'est la maison. Cet endroit a toujours eu un drôle de bourdonnement. Charles a dû remuer quelque chose. » Edith sourit faiblement, malgré elle. « Ne sois pas ridicule, Sybil. »« Vraiment ?» Sybil haussa un sourcil. « Tu l'as dit toi-même. Il était toujours en train de réorganiser les choses, de ranger, de faire le tri dans le passé. Cette chaise était peut-être symbolique. De quoi? De la défiance, peut-être, ou de la culpabilité. » Edith détourna le regard. Ce soir-là, le médecin revint, non pas pour examiner Charles, mais pour parler à Edith. Il était réservé, plus que d'habitude, et pria de s'asseoir. « J'ai prévenu le bureau du coroner, » dit-il doucement. « Mais il y a quelque chose que vous devez savoir à l'avance. » Edith était assise en face de lui, les mains soigneusement jointes sur ses genoux. Il n'y avait aucun signe de traumatisme, commença-t-il, mais il y avait des ecchymoses sur son cou. Pas assez pour suggérer une strangulation, pas directement.
mais elles sont là. Edith ne dit rien. Et plus inhabituel encore, a-t-il poursuivi, c'est la dilatation des pupilles. C'est extrême, plus que ce à quoi on pourrait s'attendre en cas de mort naturelle, presque comme s'il avait vu quelque chose qui, eh bien, l'avait effrayé. « Tu penses que c'est la peur qui l'a tué ?» demanda-t-elle. Le médecin marqua une pause. Je crois que quelque chose l'a profondément surpris. Que ce soit une personne ou un souvenir, je ne peux pas le dire. Ce soir-là, une fois la maison silencieuse et le gendarme parti, Edith retourna seule dans le salon de jardin. La chaise était restée exactement là où les policiers l'avaient laissée, nettoyée, recouverte d'un tissu protecteur. La pièce sentait le cirage et le renfermait. Elle resta un long moment à observer l'espace où Charles s'était assis. Le tableau n'était toujours pas revenu, mais quelque chose d'autre avait attiré son attention. Un seul fil noir sur l'accoudoir, fin, soyeux et inconnu. Edith se pencha et le ramassa avec précaution, le tenant à la lumière. Il scintillait faiblement dans le crépuscule, puis disparaissait entre ses doigts. Dans le silence de la pièce, une planche de plancher craqua derrière elle. Mais quand elle s'est retournée, il n'y avait personne. Edith ne parlait pas du fil noir. Elle l'avait voulu. Des intentions à moitié formées fleurissaient dans son esprit tandis qu'elle retournait le morceau de soie entre ses doigts, repensant à chaque tenue qu'elle et Charles avaient emportée cette semaine-là, essayant de se souvenir de quoi que ce soit qui aurait pu laisser un tel fil. Mais soudain, il disparut, se fondant dans l'air sombre du salon de jardin, comme s'il n'avait jamais existé. Et soudain, les mots ne lui vinrent plus. Cette nuit-là, dormir était plus une question de négociation que de repos. Son lit était plus froid que d'habitude, malgré une couette supplémentaire, et le tic-tac de l'horloge du rez-de-chaussée résonnait anormalement fort. Chaque fois qu'elle sombrait dans le sommeil, elle imaginait des pas légers dans l'escalier, le souffle de l'air sur sa joue, le léger craquement d'une chaise. Au matin, le malaise s'était installé. Elle s'habilla avec un soin inhabituel, sa broche fermement attachée à son cou, et résolut de sortir, non seulement pour échapper à l'atmosphère de Nether Bellows, mais parce qu'elle avait besoin de parler à quelqu'un qui comprenait la logique particulière des gens. Quelqu'un qui ne considérait pas les ombres comme de la superstition ou de la nervosité. Elle emprunta le sentier qui traversait le cimetière, laissant sa canne claquer doucement contre les pierres. La brume matinale ne s'était pas encore dissipée, et les tombeaux, certains ornés d'anges, d'autres de simples dalles usées, se dressaient tranquillement, indifférents aux vivants. À l'orée du jardin du presbytère se dressait une maison à peine plus petite que la sienne, quoique beaucoup moins imposante. Ses rosiers avaient toujours mieux fleuri que ceux d'Edith, ce qu'elle ne lui avait jamais vraiment pardonné. Miss Jane Marple les taillait quand Edith arriva, un chapeau de paille enfoncé sur le front et une paire de ciseaux délicats à la main. « J'espérais te trouver, » dit Edith, le souffle court à cause de la légère pente. Miss Marple leva les yeux, clignant des yeux comme une chouette, avant que son expression ne s'adoucisse d'une inquiétude discrète. « Ma chère Madame Lovelace, » dit-elle, en baissant les ciseaux. « Venez vous asseoir, je préparais justement le thé. » Ils s'assirent sur un petit banc, en fer sous la tonnelle, où les derniers chèvrefeuilles s'enroulaient et se fanaient. Miss Marple versait d'une main ferme, comme si rien au monde ne pouvait l'ébranler. « Je suppose que vous avez entendu ?» commença Edith. « Oui, oui, » dit doucement Miss Marple. « Je suis vraiment désolée pour Charles. » Edith hocha la tête, le regard fixé sur sa tasse. « Il n'a pas toujours été facile. »
mais il faisait partie de la famille. Et maintenant, j'ai l'impression que la maison me surveille. Miss Marple resta d'abord silencieuse. Elle sirota simplement son thé, laissant le silence s'éterniser, comme elle le faisait souvent lorsqu'elle savait que quelqu'un avait quelque chose à dire. Il y avait des choses, poursuivit enfin Edith d'une voix basse, des petites choses qui n'avaient aucun sens. La chaise du salon de jardin tournait sans cesse, face au mur, toujours dos à lui. Et maintenant, il a disparu, assis sur cette même chaise, comme si... Elle s'interrompit, et le tableau a disparu. La mère de mon mari, une chose hideuse, certes, mais qui a tout simplement disparu. Miss Marple fronça légèrement les sourcils. « Vous êtes sûr que Charles ne l'a pas déplacée ?» Il a dit que non, mais il se comportait bizarrement ces dernières semaines, anxieux, distrait. Et la veille au soir, j'ai entendu quelque chose, ou j'ai cru entendre quelque chose. Miss Marple hocha lentement la tête et reposa sa tasse. Parfois, ce ne sont pas les grandes perturbations qui nous en disent le plus, mais les plus petites incohérences. « Comme un fil », murmura Edith, avant de pouvoir s'en empêcher. « Un fil ?» Elle hésita. « J'en ai trouvé un, hier soir, sur la coudoir du fauteuil où Charles était assis, de la soie noire. Il a disparu presque aussitôt que je l'ai touché, mais il qu'était là. » Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. « Charles a-t-il reçu des visiteurs récemment? Des visites inattendues? Peut-être quelqu'un de son passé ?» Les lèvres d'Edith se pincèrent. « Pas à ma connaissance. Il quittait rarement la maison, sauf pour ses foutues promenades, et personne ne passait. Du moins, pas à ma connaissance. » Miss Marple réfléchit. « Et la clé du portail que les enfants ont trouvée? Je n'avais pas utilisé ce portail depuis des années. Il était censé être verrouillé, cadenassé. Mais quelqu'un avait une clé, ou en avait trouvé une. Charles aurait-il eu une raison de l'ouvrir à nouveau? Je ne peux pas imaginer pourquoi. » Miss Marple se renversa en arrière, pensive. Alors peut-être que la clé n'a jamais été vraiment perdue, juste cachée, jusqu'à ce que quelqu'un en ait besoin. Ils restèrent assis en silence, écoutant le bruissement des feuilles au-dessus d'eux. Puis, Miss Marple reprit la parole. « Je pense que j'aimerais voir la pièce, si cela ne vous dérange pas. » Edith hésita. « Bien sûr, mais la police est allée voir. Ils ont pris des photos. Rien n'a été dérangé. »« Oh, je n'oserais même pas déranger quoi que ce soit, » dit Miss Marple avec un léger sourire. « Je ne m'intéresse qu'à ce qui reste. » Ils retournèrent ensemble à Nether Bellows. À l'intérieur, la maison semblait plus lourde, comme si elle avait conscience de leur présence. Miss Marple avançait lentement dans le couloir, s'arrêtant une fois devant la vieille horloge, puis une autre devant une photo du mariage d'Edith. « Elle était là aussi, » dit Edith doucement, remarquant son regard. « La mère de mon mari, Gertrude Lovelace, elle me détestait. Elle prétendait que j'avais épousé quelqu'un de inférieur à moi-même. »« C'est pour ça que tu as gardé son tableau ?» demanda Miss Marple. « Parce que ça m'agaçait moins que de m'en débarrasser, et parce que Charles aimait la voir en évidence. Il disait que ça ajoutait au caractère historique de la maison. » Ils atteignirent le salon de jardin. Il était resté intact depuis le départ des agents, à l'exception de la chaise, recouverte de lin. Miss Marple y entra lentement, laissant sa vue s'habituer. La pièce était baignée d'une lumière grise et tamisée. Des grains de poussière tourbillonnaient paresseusement dans l'air. Elle fit le tour de la pièce, remarquant la disposition des tables d'appoint, l'angle de la bibliothèque, le contour pâle sur le mur où le tableau disparu avait été accroché. Puis elle s'arrêta devant la chaise.
puis-je » demanda-t-elle. Edith hocha la tête. Miss Marple souleva délicatement le tissu et l'examina. Elle se pencha en avant, inspecta les coutures du revêtement et passa un doigt, ganté le long de l'accoudoir. Un silence, puis elle ramassa quelque chose. Un autre fil, celui-ci, plus long, clairement en soie, noir, s'accrochait légèrement au frottement de son gant. Elle le tint à la lumière et cligna des yeux. « Eh bien, dit-elle presque pour elle-même, voilà qui est intéressant. » Elle se tourna vers Edith. « Pourriez-vous avoir une feuille de papier blanc ?» Intriguée, Edith en alla chercher un dans le vieux bureau de son mari. Miss Marple posa le fil dessus. « Il n'est pas effiloché, » dit-elle, ce qui veut dire qu'il provient d'un vêtement bien entretenu, récemment porté. Elle marqua une pause, puis leva les yeux vers Edith. « Tu as dit que Charles était inquiet. Il faisait souvent les 100 pas, et il a à peine dormi la semaine dernière. Je l'ai entendu bouger certaines nuits. Et a-t-il déjà mentionné quelqu'un nommé... Oh, je ne sais pas. Manning ou Mayhew ?» Edith fronça les sourcils. « Mayhew, oui, je crois. Il a reçu une lettre il y a une dizaine de jours. Il disait que c'était d'un notaire, quelque chose à propos d'une fiducie familiale. Mais quand je lui ai posé la question, il a ri. Il a dit que c'était absurde, une erreur. » Miss Marple resta immobile. Il l'a jetée. Il l'a brûlée, je crois. Je ne l'ai plus jamais revue. Miss Marple tapota le papier. « Je crois que le nom de Mayhew mérite d'être retenu. » Edith porte la main à sa gorge. « Tu crois que ça a un rapport avec l'argent ?»« C'est le cas de la plupart des meurtres, » répondit simplement Miss Marple. « Même si je ne crois pas que le mobile soit précisément la cupidité, pas encore. » Juste à ce moment-là, un coup sec retentit à la porte. Edith cligna des yeux. À cette heure-ci, les yeux de Miss Marple ne quittèrent pas le fil de soie. « Allons voir qui c'est. » Ils retournèrent dans le hall d'entrée, les doigts d'Edith se recroquevillant contre sa canne, alors qu'elle ouvrait la porte. Dehors se tenait une femme d'une trentaine d'années, bien habillée, élégante et insolite. Son manteau était d'un vert forêt profond, et ses cheveux, foncés et coiffés en épingles, brillaient faiblement dans la lumière du porche. « Madame Lovelace ?» demanda-t-elle d'une voix douce et basse. Edith hocha lentement la tête. « Oui, je suis désolée de vous déranger. Je m'appelle Lillian Mayhew. Je crois qu'il faut qu'on parle. » Edith fixait la femme sur le pas de sa porte, son cœur battant doucement sous son chemisier. Lillian Mayhew. Le nom lui semblait familier, mais seulement comme un murmure, entendu à travers une porte close, ou lu une fois en passant. Derrière elle, Miss Marple restait silencieuse, se tenant juste assez en retrait pour ne pas gêner, mais assez près pour observer chaque frémissement de l'étrangère. « Je connaissais Charles, » continua Lillian. « Je suis profondément désolée pour ta perte. Je viens de l'apprendre ce matin. Je suis venue dès que j'ai pu. » Sa voix était posée, presque trop posée. Aucune tristesse ne transparaissait dans son expression, seulement une crispation autour des yeux, peut-être due à la fatigue ou à la retenue. Elle tenait un sac à main en cuir à 2 mains, les doigts trop serrés. « Entrez », dit finalement Edith en s'écartant. Lillian franchit le seuil, jetant un coup d'œil autour d'elle, comme si elle se remémorait la maison. Elle hésita un instant dans le couloir avant de suivre Edith et Miss Marple dans le salon. Miss Marple lui indiqua poliment le fauteuil près du feu, mais Lillian resta debout. « J'hésitais à venir, » dit-elle au bout d'un moment, les yeux rivés vers le couloir. « Mais je me suis dit,
que tu méritais de savoir certaines choses. » Edith croisa les mains sur ses genoux. « Alors, tu ferais peut-être mieux de nous le dire ?» Liliane inspira, sa voix plus basse maintenant. « Charles et moi, on se connaissait depuis environ 2 ans. Pas comme tu pourrais le croire, » ajouta-t-elle rapidement, remarquant le léger raidissement d'Edith. Il n'était pas intéressé par l'amour, plus maintenant, mais on avait des affaires. Edith jeta un coup d'œil à Miss Marple, qui fit un léger signe de tête. « Allez-y. » « Tout a commencé par une fiducie, » poursuivit Liliane, un petit héritage lié à un arrangement plutôt désuet. Mon père, Douglas Mayhew, est décédé en 1943, et la succession a connu des complications. Charles était un fiduciaire secondaire, nommé en vertu d'une clause obsolète lors du départ à la retraite du notaire initial. Il l'ignorait jusqu'à récemment. Mais une fois qu'il l'a découvert, il s'est intéressé. Un intérêt très vif. Edith fronça les sourcils. Charles n'a jamais parlé de fiducie, ni de personne du nom de Mayhew. « Je ne suis pas surprise, » dit Liliane, en posant soigneusement son sac à main sur le tapis. Il était prudent, paranoïaque même. Il pensait que quelqu'un avait falsifié les documents originaux, échange de pages, clauses cachées. Tout cela était lié à une vieille propriété près d'Exeter, un petit manoir qui avait changé de main après la guerre. « Et qu'espérait gagner Charles ?» demanda doucement Miss Marple. Liliane tourna son regard vers elle. Le contrôle. Il croyait que la fiducie avait été manipulée au profit d'un tiers, celui qu'il appelait l'héritier silencieux. Il ne m'a jamais dit qui il pensait être, mais il était obsédé par l'idée que quelqu'un le surveillait, qu'ils étaient déjà dans la maison. Edith retint son souffle. À l'intérieur de Nether Bellows. Liliane hocha la tête. Il ne l'a jamais dit directement, mais il l'a écrit dans une de ses lettres. Je les ai, si vous voulez les voir. Il a mentionné le salon de jardin, le tableau. Il a dit qu'il y avait un signal caché dans la façon dont il était accroché. Miss Marple haussa légèrement les sourcils. « Peut-on voir les lettres ?» Liliane hésita, puis ouvrit son sac à main. Elle en sortit un petit paquet, soigneusement ficelé. Edith se pencha, tandis que Liliane le déposait sur la table basse. « Il y en a 6, » dit Liliane. « Le dernier est arrivé 3 jours seulement avant sa mort. Il y écrivait qu'il avait fait une découverte, quelque chose de définitif. Il comptait confronter la personne qu'il tenait pour responsable. » Miss Marple dénoua soigneusement le paquet, soulevant la lettre du dessus. L'écriture était indéniablement celle de Charles, nette, anguleuse, toujours légèrement penchée vers la droite. « Ils ont déjà déplacé la chaise, » lut Miss Marple à voix haute. « Je l'ai retournée ce matin, mais le soir, elle était face au mur. Je sais qu'ils veulent que je m'assoie dos nu. Je ne le ferai pas. J'ai cloué le bord au tapis. Si elle se retourne encore, je saurai qu'ils sont à l'intérieur. » Le visage d'Edith se vida de ses couleurs. « Il a fait ça, il a réussi. »« Je suis désolé, » dit doucement Liliane. « Je n'étais pas sûr qu'il le pensait littéralement. »« Il a dû arracher les clous avant de mourir, » murmura Miss Marple. « Ou quelqu'un d'autre l'a fait. » Elle poursuivit sa lecture, silencieusement désormais, scrutant les lignes avec ce même calme intense qui semblait ne jamais la quitter. Au bout de quelques instants, elle leva les yeux. « Ce ne sont pas les écrits d'un fou, » dit-elle. « Ils sont cohérents, paranoïaques, peut-être, mais pas irrationnels. » « Il y a encore une chose, » ajouta Liliane. « Charles a mentionné quelqu'un nommément dans son dernier mot. Elle est toujours là. Elle porte du jaune maintenant, mais je sais que c'est elle. »
tu sais ce que ça veut dire. Edith ne répondit pas immédiatement. Son esprit revint au tableau. L'horrible vieux portrait de Gertrude Lovelace. La femme y portait un chemisier jaune moutarde boutonné jusqu'au cou. Seule touche de couleur dans une composition par ailleurs terne. Elle portait toujours du jaune, dit Edith d'une voix faible. Gertrude, la grand-mère de Charles. C'est elle qui est sur le tableau disparu ? Demanda Miss Marple. Edith hocha la tête. C'était le dernier portrait réalisé avant sa mort. Une commande d'un artiste local. Gertrude était vaniteuse. Elle voulait qu'on se souvienne d'elle en couleur. Et elle insista pour qu'il soit accroché dans le salon de jardin afin de pouvoir surveiller la propriété. Miss Marple croisa les mains. Et maintenant, elle a disparu, prise après la mort de Charles, ou peut-être juste avant. « Tu crois que quelqu'un l'utilisait pour cacher quelque chose ?» demanda Liliane. « Une clé ? Un message ? Ou un appareil photo ?» dit doucement Miss Marple. Les deux femmes la regardèrent. « Petit, dissimulé. Facile à dissimuler derrière la toile. Ce ne serait pas difficile, pas avec ces appareils modernes. Si quelqu'un voulait surveiller les déplacements de Charles, ce serait l'endroit idéal. » La voix d'Edith tremblait. « Mais pourquoi ?» Miss Marple se tourna vers elle. « Parce qu'il se rapprochait, et parce que, ma chère, il y a toujours des gens qui gardent leurs secrets, avec une férocité qui dépasse la raison. » La pièce devint silencieuse. Au bout de quelques instants, Liliane se leva. « Je devrais y aller. Je voulais juste partager ce que j'avais. Si la police me le demande, je lui dirai la même chose. » Miss Marple se leva avec elle. « Merci d'être venue. Vous m'avez été d'une grande aide. » Liliane hocha la tête et partit silencieusement. Ils la regardèrent partir, la porte se refermant derrière elle avec un léger clic. Edith se tourna vers Miss Marple à voix basse. « La croyez-vous ? » ?»« Je crois qu'elle dit la vérité, » dit Miss Marple, « mais pas tout. » »« Alors qui est-ce » Miss Marple entra une fois de plus dans le salon de jardin et regarda vers le mur nu où le portrait était autrefois accroché. « Celui qui a déplacé ce tableau, » dit-elle, « est la personne que Charles craignait le plus. » Et puis après une pause, « Dites-moi, Edith, votre défunt mari tenait-il des registres, des journaux, des comptes, quoi que ce soit de ce genre ?»« C'est vrai, » dit Edith. « Tout était rangé dans des cartons à la cave. Il était obsédé par les finances familiales. Pourquoi ?» Les yeux de Miss Marple s'illuminèrent d'un sourire presque parfait. « Parce que je pense qu'il est temps d'ouvrir le passé. » La cave de Nether Bellows n'était pas du genre à être pénétrée à la légère. Les marches de bois se courbaient avec le temps, et l'air en contrebas sentait vaguement le moisi, la poussière de charbon et quelque chose de plus difficile à nommer. Une odeur de vieille encre et de secret, oubliée depuis longtemps. Edith n'était pas descendue depuis plus d'1 an. Charles y était allé 1 ou 2 fois, principalement pour chercher des bouteilles de vin ou fouiller dans les malles laissés par son père. Maintenant, tenant une lanterne à pile d'une main et le bras ganté de Miss Marple de l'autre, elle ouvrit la marche avec une hésitation qui s'accentuait à chaque craquement. « Il les gardait dans le coin le plus éloigné, » dit Edith doucement. Empilé près de la vieille trappe à charbon, il ne jetait jamais un journal, pas même les listes de courses. La voix de Miss Marple était calme derrière elle. Les hommes comme ça cachent souvent leurs vérités les plus importantes au grand jour. Arrivés en bas, la lumière éclaira des étagères de conserve poussiéreuses et des caisses d'outils rouillées. Le mur du fond était recouvert presque jusqu'au plafond de cartons étiquetés. Sur l'étagère la plus basse, au ras du sol, une rangée soignée de registres reliés en cuir attira l'attention de Miss Marple.
Elle s'avança vers eux, s'agenouillant avec une agilité surprenante pour son âge. « Ceci, murmura-t-elle en époussetant les couvertures, des journaux de comptabilité, datés. » Edith se pencha, plissant les yeux vers les dos. Celui-là, 1975. C'est l'année où il a acheté la propriété d'Exeter, n'est-ce pas? C'était le cas. Et regardez, dit Miss Marple en désignant une page déjà au tiers de sa longueur. Tiens, versement du fonds à D.M. Mayhew, par l'intermédiaire de M. Lovelace. Edith resta bouche bée. Mais c'est impossible. M. Lovelace, c'est Michael, mon mari. Il n'a jamais parlé de fiducie, pas une seule fois. Peut-être n'a-t-il pas jugé utile d'en parler, répondit Miss Marple. Ou peut-être avait-il l'intention de le taire. Ses doigts tournèrent une autre page, puis une autre. Il y a encore des choses à dire. Ces paiements s'étalent sur plusieurs années. De petites sommes, mais régulières. Et des noms y sont attachés, certains abrégés, d'autres entièrement barrés. Le silence s'épaissit, rompu seulement par le léger craquement du papier. Le regard d'Edith se porta vers un coin, de la cave où une pile de cartons aplatis était posée avec soin, étrangement, à l'abri de la poussière environnante. « Il n'était pas là la dernière fois que je suis descendue, » dit-elle lentement. Miss Marple suivit son regard. Elle posa le registre et se dirigea vers la pile, soulevant la boîte du dessus. En dessous se trouvait une boîte plus petite, de la taille d'une boîte à biscuits, fermée par un fermoir rouillé. Elle la tendit à Edith, qui l'ouvrit d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvait une demi-douzaine de photographies en noir et blanc. Des portraits, posés avec raideur et formalisme, chacun monté sur un support cartonné. La première représentait une femme d'une quarantaine d'années, fixant l'objectif sans sourire. Gertrude Lovelace. Les suivants étaient plus difficiles à situer. Des enfants, des adolescents, une fille, peut-être 7 ans, aux pommettes saillantes et au regard étrangement familier. « Ils sont étiquetés », murmura Miss Marple en soulevant délicatement quelques-uns. « Regardez, Clara E., 1924, pupille de la succession. Et celui-ci, Peter M., placement refusé. » La voix d'Edith s'était réduite à un murmure. « Ce sont des orphelins, ou des personnes à charge. Pupille, dit Mademoiselle Marple, rattachée à la fiducie. Ce n'était pas seulement un fonds familial, c'était un programme de tutelle. » Edith sentit un frisson la parcourir, malgré la chaleur de la lanterne. « Et Charles ne me l'a jamais dit. » Miss Marple se leva et s'essuya les mains sur son manteau. Il ne le savait peut-être pas. Ou peut-être n'en avait-il découvert qu'une partie. Mais ceci explique sa paranoïa. Il a dû comprendre que la fiducie n'avait jamais été une question d'héritage. Elle concernait des personnes. Ils restèrent silencieux, un moment, encore, puis remontèrent lentement. La fin d'après-midi était d'un or poussiéreux, et les fenêtres reflétèrent la lumière comme le verre d'un reliquaire. La maison, bien qu'immobile, ne semblait plus vide. Dans le salon, Mademoiselle Marple déplia un plan de la propriété d'Exeter au dos du registre. Elle avait appartenu à une famille appelée Blythe, vendue en lot après la guerre. Dans un coin, une note au crayon. Hale Est, fermée après un incendie en 1950. Et inhabitable. « Il y a plusieurs maisons impliquées, » dit Miss Marple. « Je soupçonne que Charles a découvert que certains de ses pupilles étaient encore en vie. Il a peut-être essayé de les contacter. Et quelqu'un a voulu l'arrêter, » murmura Edith. Il y eut une longue pause. « Croyez-vous que Lillian Mayhew était l'une d'entre elles ?» demanda finalement Edith. Miss Marple plia soigneusement la carte. «
C'est possible. Son père, Douglas Mayhew, était nommé. Mais je pense plutôt qu'elle est tout autre. Un tuteur ou un héritier, dit Miss Marple, l'un des premiers enfants placés par le biais de la fiducie. Elle est venue ici non seulement pour vous avertir, mais aussi pour s'assurer que vous n'alliez jamais plus loin. Et pourtant, elle nous a donné les lettres, a déclaré Edith. Oui, mais remarquez comment elle est arrivée, après la découverte du corps, après le départ de la police, après que la piste se soit effacée. Cela suggère qu'elle observait, qu'elle attendait. Ils furent interrompus par un léger coup sur la porte d'entrée. Le souffle d'Edith s'accéléra. Miss Marple se leva et lissa sa jupe. « Reste ici, ma chère. » Elle ouvrit la porte juste assez pour voir le visiteur, un garçon d'environ 12 ans, essoufflé par la course, tenant dans ses 2 mains un paquet emballé dans du papier. « Message pour Madame Lovelace, dit-il, de la part de la femme du boulanger. Elle m'a dit de le lui remettre directement. » Miss Marple prit le paquet avec douceur. « Merci. Et a-t-elle dit pourquoi ?» Le garçon haussa les épaules. « J'ai juste dit que c'était urgent. » De retour au salon, elle déballa lentement le paquet. À l'intérieur se trouvait une lettre, sans enveloppe, et en dessous, une photo craquelée. La lettre était écrite d'une écriture inconnue. Il m'a dit de le confier à quelqu'un de confiance. Il m'a dit que si quelque chose arrivait, je devrais te le donner. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais j'ai peur maintenant. Je ne reviendrai plus. La photographie était plus ancienne que les autres, prise dans le salon de jardin. On y voyait la chaise Bordeaux, face aux fenêtres, et à côté se tenait un homme de grande taille, accompagné d'une enfant, une fillette en jaune. Au dos était griffonné à l'encre délavée. Celui qui regarde, celui qui se souvient. Miss Marple tourna la photo vers Edith, dont le visage était devenu pâle. « Je l'ai déjà vue, » dit Edith d'une voix faible. « La fille, il y a des années, je pensais que c'était une visiteuse. Elle est venue à la maison en 62, une seule fois, et puis elle est partie. » L'expression de Miss Marple devint grave. « Je crois, » dit-elle doucement, « que tu as reçu la visite d'un fantôme des vivants. » Alors que la nuit tombait sur Nether Bellows, le poids des décennies pesait sur eux. Les secrets de la fiducie, des derniers jours de Charles et de l'héritage de Gertrude Lovelace étaient révélés au grand jour, mais pas encore complètement. Miss Marple se tenait à la fenêtre, regardant le vent agiter le lierre le long du mur du jardin arrière. « Elle est toujours là, » murmura-t-elle, « qui qu'elle soit, et je ne pense pas qu'elle ait fini. » La lune s'était levée lorsque Miss Marple et Edith éteignirent la dernière lampe. Ni l'une ni l'autre ne dormaient. Entre minuit et l'aube, Edith était assise, éveillée, dans le fauteuil à oreilles, près de la fenêtre de sa chambre, les mains serrées autour d'une tasse de thé qu'elle avait oublié de siroter. La maison était silencieuse, mais pas immobile. De temps à autre, un courant d'air se glissait dans le couloir comme un souffle, et le plancher murmurait des secrets que seuls les murs comprenaient. En bas, dans le salon de jardin, la chaise était vide. Miss Marple avait insisté pour qu'ils le laissent intact. Au matin, une matinée froide et claire, où régnait un étrange silence dans les haies. Miss Marple se leva tôt et téléphona. En milieu de matinée, elle et Edith marchaient d'un pas rapide vers le presbytère, leurs jupes effleurant la rosée de l'allée du jardin. Le père Blevins les accueillit dans le vestibule, sa robe légèrement de travers et ses lunettes de lecture enfoncées dans ses cheveux grisonnants. « Mademoiselle Marple,
dit-il avec surprise. « Madame Lovelace, tout va bien? Je crois que vous possédez peut-être quelques documents qui pourraient éclairer une affaire très ancienne, » dit aimablement mademoiselle Marple. « Des registres de fiducie paroissiale, plus précisément entre 1945 et 1952. Il y avait une œuvre caritative familiale liée au domaine Lovelace. Je crois qu'elle était peut-être administrée par la paroisse. » Le vicaire cligna des yeux. « Ça remonte un peu loin. Mais oui, je crois bien que nous les conservons dans la salle des archives. Ça vous dérangerait si nous y allions jeter un œil ?» Une demi-heure plus tard, ils étaient assis dans une alcôve poussiéreuse sous les combles de la bibliothèque paroissiale. Des rangées de tiroirs en bois, de chemises fragiles et de volumes délabrés étaient ouverts devant eux. L'odeur du vélin, de l'encre et du temps emplissait l'espace étroit. Le soleil filtrait à travers le vitrail, projetant des fragments de couleurs sur le sol carrelé. Edith souleva un volume relié étiqueté. Affectation de fonds fiduciaires, aide d'après-guerre. Elle tourna les pages avec précaution, ses doigts gantés, maintenant stables. Miss Marple accéléra le rythme, parcourant ses notes, murmurant ses pensées. Puis elle s'arrêta. « Tiens !» dit-elle. Edith se pencha. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Une entrée de grand livre datée de juin 1947. Enfant. Liliana M. Ref. Orpheline évacuée. Kent Bliss. Placée au domaine d'Exeter. Placement secondaire. Pupille. Sous la tutelle de J. Lovelace. Éducation. Provisoire. Statut. Scellé. Le sang d'Edith se glaça. Liliana, c'est elle. C'est Liliane Mayhew. Miss Marple hocha la tête une fois, puis se retourna vers l'avant. Ce n'est pas tout. Elle était l'une des 7 personnes placées par la succession d'Exeter. Un seul autre est porté disparu. Peter M. Les autres ont été adoptés ou déclarés décédés. Pourquoi le dossier serait-il scellé? Miss Marple tapota légèrement l'entrée. Parce que Gertrude Lovelace n'était pas seulement une protectrice, elle était une tutrice. Au sens juridique du terme, ce statut scellé suggère quelque chose d'inhabituel, peut-être un changement d'identité. Ce qui veut dire, dit lentement Edith, que Liliane Mayhew n'est peut-être pas son vrai nom. Ou peut-être est-ce le nom qu'on lui a donné après, répondit Miss Marple. La question est, pourquoi revenir maintenant? Ils retournèrent à Nether Bellows peu après midi. La maison semblait inchangée depuis la ruelle, mais quelque chose avait changé. Le portail, autrefois rouillé et caché par le lierre, était entr'ouverte. Une seule empreinte de pas boueuse était visible sur la dalle menant à l'arrière. Miss Marple fit signe à Edith d'attendre. Elle s'approcha la première de la porte, le regard perçant. À l'intérieur, rien ne semblait anormal. Le couloir était calme, l'air inchangé. Mais lorsqu'ils entrèrent dans le salon, un mot était posé sur la table, plié en deux. Pas d'enveloppe, pas de signature. Miss Marple l'a ouvert. Tu aurais dû la laisser tranquille. Elle appartient à la maison. Et maintenant, elle est réveillée. Edith fixa les mots. Est-ce une menace? La voix de Miss Marple était calme. C'est un avertissement, mais pas pour nous. Il est destiné à ceux qui viendront ensuite. Edith se retourna lentement, son regard scrutant la pièce, les murs, la cage d'escalier au-delà. Tu as dit un jour que ce n'étaient pas seulement les morts qui nous hantent. Je l'ai fait. Alors qui hante cette maison maintenant? Miss Marple ne répondit pas tout de suite. Elle se dirigea vers la porte du salon de jardin et l'ouvrit. La chaise avait bougé. Personne ne l'avait touchée. Personne n'était entré dans la pièce. Et pourtant, il était à nouveau légèrement incliné vers le mur.
Il y avait quelque chose placé sur le siège, un carré de tissu jaune plié. Edith recula. Ce n'était pas là avant. Miss Marple s'avança avec une précision délicate, soulevant délicatement le tissu. C'était un mouchoir d'enfant. Dans un coin, le nom était brodé, quoique effacé par le temps. Clara E. C'est la fille sur la photo, murmura Edith. L'enfant, la pupille. Miss Marple fronça les sourcils. Alors, elle aussi était là, à un moment donné. La fenêtre à côté d'eux vibrait doucement dans son cadre. Une brise passait, même si l'air extérieur était immobile. Edith déglutit difficilement. « Nous devons prévenir la police », a-t-elle déclaré. « Et qu'allons-nous leur dire ?» demanda doucement Miss Marple. « Qu'une chaise a bougé et qu'un fantôme a envoyé un avertissement. Je me fiche qu'il rine. Charles est mort. Quelqu'un est entré dans cette maison. Quelqu'un qui savait des choses qu'il ne devrait pas savoir. Des choses que personne vivant ne devrait savoir. » Miss Marple se tourna vers elle, l'air calme et perçant. « Alors, il nous faut retrouver le dernier témoin vivant de cette histoire, Peter M. Si nous parvenons à le retrouver, nous découvrirons peut-être pourquoi Charles a été tué et pourquoi certains croient que Clara est toujours en vie. » Plus tard dans la soirée, après une série d'appels téléphoniques discrets et de demandes de renseignements auprès d'une vieille connaissance à Londres, Miss Marple s'assit dans le salon d'Edith, écrivant dans son petit carnet. En face d'elle, Edith somnolait légèrement sur la chaise, un châle enroulé autour de ses épaules, la tasse de thé refroidissant à côté d'elle. Miss Marple relut les noms. Clara, Peter, Liliana, tous survivants d'un complot oublié, tous éparpillés à travers le temps, tels les fils d'une tapisserie en lambeaux. Et puis un simple mot est revenu de Londres, remis en main propre par un garçon de main, juste après le coucher du soleil. Peter M. était vivant. Il vivait sous le nom de Peter Milner, désormais reclus aux abords de Dunscombe Heath, à moins de 70 km de Nether-Bellows, ancien gardien de domaine. Pas de téléphone, pas de famille connue, non répertoriée depuis 1963. Miss Marple ferma son carnet. Elle irait à Dunscombe Heath le matin, parce que la seule façon de terminer cette histoire était de commencer par le bord, là où les enfants perdus avaient disparu et où les chaises avaient commencé à tourner. La brume matinale recouvrait les haies lorsque Miss Marple descendit du train à la modeste gare près de Dunscombe Heath. C'était un endroit oublié par le temps. Pas de guichet, juste un abri délabré et un long chemin de gravier bordé de mousse. Elle resta un moment immobile, admirant le ciel pâle, l'odeur des feuilles mouillées et de la fumée de bois, et le léger bruissement des oiseaux invisibles dans le fourré au-delà. Une voiture l'attendait. Arrangée par un ami de son défunt neveu, elle était arrivée sans poser de questions, juste un hochement de tête entendu du jeune homme qui lui tenait la portière. Le trajet de la gare à la résidence de Peter Milner était long et sinueux, les rues se rétrécissant à l'orée de la lande. Il n'y avait pas d'autres maisons, juste des fougères et des chênes bas, et un silence si profond qu'il s'imprégnait des oreilles comme du velours. Le cottage apparut sans prévenir, une structure de pierre trapue, couverte de lierre, dont le toit s'affaissait légèrement sous le poids des décennies. De la fumée s'échappait de la cheminée en une fine spirale hésitante. Miss Marple sortit, sa canne tapotant légèrement le chemin de pierre. Elle frappa une fois. La porte s'ouvrit avant qu'elle puisse frapper à nouveau. Peter Milner se tenait là, à moitié dans l'ombre. Il était grand, mince, le genre d'homme dont la vie s'était réduite à l'essentiel. Ses cheveux étaient blancs et épais, ses épaules légèrement voûtées,
et ses yeux, pâles comme l'eau d'un lac, la contemplaient avec une patience prudente. « Vous n'êtes pas la police, dit-il. Ce n'était pas une question. Non, répondit-elle avec un léger sourire. Juste une vieille femme qui se souvient de plus de choses que la plupart des gens ne le pensent. Puis-je entrer ? Il hésita, puis s'écarta. À l'intérieur, l'air était sec et chargé d'une odeur de papier et de terre. Des livres s'alignaient sur les étagères, même si beaucoup n'étaient pas ouverts. Et des piles de journaux avaient été disposées comme des cloisons improvisées autour d'un bureau délabré. « Vous êtes venu pour la confiance, » dit Peter. Miss Marple hocha la tête. Et à propos de la fille, son visage vacilla alors, l'espace d'une seconde. Pas de peur, mais quelque chose de plus profond. Du remords, peut-être, ou un souvenir. Il fit un geste vers une chaise. « Clara. »« Oui. »« Elle est morte, » dit-il sèchement. « Elle est morte en 1954, noyée dans le vieux puits derrière la maison d'Exeter. Mais Gertrude n'a pas permis que le décès soit enregistré. Elle a prétendu que la jeune fille était instable. Elle a dit que si quelqu'un l'apprenait, la fiducie serait dissoute. Elle l'a enterrée, discrètement. Elle nous a dit de ne plus jamais en parler. » Miss Marple ne bougea pas. « Et vous étiez d'accord ?» Peter baissa les yeux. Nous étions des enfants. À charge. Nous n'avions pas notre mot à dire. Gertrude régnait sur cet endroit comme une gardienne. La punition pour désobéissance n'était pas une raclée, c'était le silence. Des jours entiers, sans nourriture, sans voix. Clara était la seule à désobéir. Parce qu'elle se souvenait de qui elle était. Elle a dit que son nom n'était pas Clara. Elle a dit qu'il avait été changé quand elle avait été amenée de la ville, que sa mère était vivante quand elle a été emmenée. Elle se réveillait en hurlant certaines nuits. On pensait que c'était juste des cauchemars. Mais je crois que c'était autre chose, quelque chose de vrai. Miss Marple se pencha légèrement en avant. « Pourquoi me dis-tu ça maintenant ?»« Parce que j'ai reçu une lettre, » dit-il en attrapant une enveloppe pliée sur le bureau. « La semaine dernière, pas d'adresse de retour, juste un mot à l'intérieur. Il disait « La chaise a encore tourné. » J'ai cru à une blague, mais quand j'ai appris la mort de Charles, il lui tendit la lettre. L'écriture était irrégulière, mais familière. Chez Charles. Elle a lu le reste en silence. « Je crois qu'il essayait de me prévenir, » dit Peter. « Il a découvert l'histoire du puits, les archives que Gertrude cachait dans la cave. Je n'avais jamais su qu'il y était retourné, jusqu'à maintenant. » La voix de Miss Marple était douce. « Clara est-elle morte ?» Peter tressaillit. « Je le pensais, mais maintenant, je n'en suis plus sûr. »« Il y a une photo, » dit Miss Marple, prise après sa mort supposée. Une fille en jaune, debout dans le salon de jardin. Peter pâlit. « C'est impossible. »« C'est possible, » dit-elle doucement. Et en plus, Charles croyait qu'elle n'avait jamais quitté la maison, que sa présence était restée. À l'observer, Peter se leva et arpenta la pièce. « Tu crois qu'elle est vivante ? Je pense que quelqu'un voulait faire croire le contraire. Et je pense que Charles s'approchait trop de la vérité. Quelqu'un l'a réduit au silence pour protéger ce mensonge. » Peter s'arrêta à la fenêtre, le regard fixé sur la lisière basse de la lande. « Il y a autre chose, » dit-il au bout d'un moment. « Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. » Clara dessinait, d'étranges petits dessins, toujours de la même pièce, le salon de jardin. Et il y avait toujours une silhouette dans le fauteuil. Jamais elle, toujours face au mur. Un jour, j'ai demandé qui c'était. Elle a dit « C'est celle qui ne parle pas. »
Miss Marple se leva lentement. Alors, il est peut-être temps d'entendre ce qu'elle n'a pas pu dire. Elle quitta Dunscombe Heath juste avant le crépuscule. L'air était devenu plus froid, et à son retour, le ciel au-dessus de Nether Bellows était baigné d'un bleu ardoise. Edith l'accueillit à la porte, l'air crispé par l'inquiétude. « Il y a eu une autre lettre, » dit-elle. Elle a été laissée sur la table dans le salon de jardin. Personne n'a vu qui l'a apportée. Elle n'est pas signée. Ils s'assirent ensemble près du feu, tandis que Miss Marple dépliait la note. Elle n'est pas partie. Elle ne l'a jamais été. Vous regardez le mauvais portrait. Le vrai a été peint, en silence. Demandez à l'aveugle. Edith fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Les yeux de Miss Marple s'assombrirent. Ça veut dire qu'on a raté quelque chose. Elle se leva et traversa la pièce jusqu'à la cheminée, soulevant le vieux cadre au-dessus. Un paysage paisible, mais caché derrière la toile se trouvait un morceau de tissu, autrefois jaune mais taché et vieux. Dessus, brodé au point de croix, ces mots étaient écrits. « Je ne suis pas le fantôme, je suis le souvenir. » Miss Marple se retourna lentement. « Demain, dit-elle, nous irons à la maison d'Exeter, parce que la vérité, longtemps enfouie sous les noms et le silence, était encore vivante dans ses eaux. Et quelqu'un, Clara ou son ombre, l'attendait depuis le début. » La route menant au vieux domaine d'Exeter serpentait à travers haies et murs de pierre, effondrés, son sentier étant oublié de tous, sauf de ceux qui y avaient vécu. Edith était assise à côté de Miss Marple à l'arrière de la voiture de location, les mains croisées sur une paire de gants qu'elle n'osait pas enfiler. Le ciel était lourd d'une pluie persistante et les arbres se courbaient légèrement, comme s'ils se souvenaient de quelque chose de trop ancien pour être exprimé à voix haute. Aucune des deux femmes n'avait parlé depuis leur départ de Nether Bellows. Il y avait trop de choses à considérer, trop de fils à tisser, pour former quelque chose qu'aucune d'elles ne pouvait nommer. Et pourtant, toutes deux comprenaient désormais qu'il avait du poids. La propriété émergea lentement du paysage. La maison principale était blottie contre une colline, sa maçonnerie marquée par des années de vent et de négligence. De l'aile haie, il ne restait plus qu'une charpente noircie, son toit effondré et des vignes rampant à travers les anciennes fenêtres. Un portail rouillé grinça au passage de la voiture et le chemin crissa sous les pneus. Un bruit saisissant dans le silence. Le chauffeur les a laissés au rond-point, promettant de revenir au crépuscule. Edith hésita sur le seuil, regardant les larges marches qui menaient à la porte d'entrée voûtée. « Je ne suis pas venue ici depuis presque 40 ans, » dit-elle doucement. Michael n'aimait pas venir. Il disait que la maison ne lui avait jamais pardonné de l'avoir quittée. Miss Marple hocha légèrement la tête. Certaines maisons gardent rancune plus longtemps que leurs habitants. Ils entrèrent lentement, la porte s'ouvrant avec un grincement hésitant. L'intérieur sentait le moisi et le bois brûlé, mais il y avait autre chose en dessous, quelque chose de plus sec, du papier, de la poussière, du vieux tissu, l'odeur du temps emprisonné. Miss Marple les conduisit à travers ce qui avait été le hall d'entrée, dont les vestiges du papier peint orné collaient encore au plâtre. Des portes bordèrent le couloir, certaines ouvertes, d'autres obstinément fermées. Elle avançait avec précaution, ses pas posés. « Nous ne cherchons plus seulement des documents », a-t-elle déclaré. « Nous cherchons le portrait. » Edith la regarda fixement. « Tu crois que c'est ici ?»« Je le sais. La lettre disait que nous regardions le mauvais tableau. Si c'est vrai, alors le bon, le vrai tableau de Clara a dû être caché.
et pas par hasard. Ils fouillèrent d'abord l'aile ouest, où les pièces étaient encore structurellement solides. Le bureau contenait de vieux livres et registres, mais rien d'utile. La salle de musique ne contenait qu'un piano déformé et un nid d'oiseaux abandonné depuis longtemps. Dans la salle à manger, Edith s'arrêta devant l'âtre noirci. Elle avait l'habitude de s'asseoir là, dit-elle, Gertrude, après les repas. Elle fumait un long fume-cigarette et disait « Il faut toujours garder le regard derrière les invités, jamais sur eux. C'est la seule façon de garder le contrôle d'une pièce. » Miss Marple regarda vers le mur du fond. Il était nu maintenant, mais on distinguait encore les contours flous des cadres. Elle contrôlait plus que des pièces. Ils atteignirent enfin l'aile est. La structure s'était partiellement effondrée lors de l'incendie des décennies plus tôt. Mais une étroite porte latérale restait accessible. Miss Marple souleva le loquet et les conduisit dans l'obscurité. Le toit, au-dessus, avait été réparé une fois, il y a longtemps, et retenait à peine la lumière. Le couloir sentait la cendre et le moisi, mais en dessous, il y avait autre chose, de la peinture à l'huile, du vernis. Ils trouvèrent la petite galerie, nichée entre deux pièces, aux volets clos. La plupart des toiles avaient pourri ou avaient été détruites, mais l'une d'elles subsistait, appuyée contre le mur et recouverte d'un tissu brun, rigide. La poussière masquait sa forme, mais on distinguait les lignes d'un cadre en dessous. Miss Marple retira lentement le tissu. Le tableau n'était pas grand. Il n'avait pas été peint par un professionnel, mais il était détaillé, intime. Une jeune fille, peut-être de 9 ou 10 ans, était assise dans le salon de jardin de Nether Bellows. Elle portait une robe jaune pâle, les mains soigneusement jointes sur ses genoux. Son regard ne fixait pas le spectateur, mais le regardait de côté, comme si quelque chose, juste au-delà de la toile, avait attiré son attention. « Clara », murmura Edith. Le trait vibrait d'une intensité brute. Le chagrin, la peur. Il n'y avait ni nom, ni signature, seulement une petite étiquette brodée, cousue au bas de la toile. Pour celui qui se souvient. Miss Marple se retourna lentement. Derrière eux, un vieux coffre en bois était posé sous le rebord de la fenêtre. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvaient des lettres, des dizaines, certaines déchirées, d'autres scellées, toutes adressées à des noms différents. Mademoiselle C. Elmore, Mademoiselle Clara Ellery, Mademoiselle Ellison, Mademoiselle E. Chacun portait une adresse de retour, différente, mais l'écriture était la même, serrée, contrôlée, légèrement inclinée vers la gauche. « Ils lui écrivaient », murmura Miss Marple. « Ils essayaient de la retrouver. Quelqu'un voulait qu'elle reste dans les mémoires, ou savoir ce qu'elle était devenue. » Edith se pencha et sortit un petit journal. La couverture était en cuir, gondolée par l'humidité, mais l'encre à l'intérieur était encore lisible. Elle l'ouvrit jusqu'au milieu. Le 3 juillet. Elle s'est assise sur la chaise, aujourd'hui. Elle n'a rien dit. Elle a juste regardé fixement. Quand j'ai essayé de la déplacer, elle l'a tournée vers le mur. Je crois que c'est sa façon de me dire qu'elle ne les laissera pas oublier. Elle ne leur pardonnera pas. Miss Marple la regarda dans les yeux. Pas un fantôme. Une enfant vivante. Une fillette rendue invisible et en colère. Clara ne hantait pas la maison. Elle en faisait partie intégrante. Ils retournèrent à Nether Bellows avant la nuit. Le trajet en voiture se fit silencieux, empreint de compréhension. Edith serrait le journal contre elle, les mains tremblantes. La maison les accueillit dans son silence habituel. Ils entrèrent ensemble dans la salle de jardin. La chaise était à nouveau face au mur, mais cette fois,
quelque chose de nouveau se trouvait sur le siège. Une photographie, ni vieille, ni jaunie. Elle avait été prise au cours des dernières semaines. Elle montrait le jardin vu de l'extérieur, comme si quelqu'un s'était posté au bord de la haie et avait brandi un appareil photo. Et dans la fenêtre, à peine visible à travers la vitre, se trouvait la silhouette pâle d'une fille en jaune. Miss Marple le regarda fixement, puis se tourna vers Edith. « Elle est toujours là. » Edith murmura. « Alors qui a pris la photo ?» Miss Marple marqua une pause, puis se dirigea vers la fenêtre et tira le rideau. Sur le rebord, à moitié caché par les plis, se trouvait un petit objet noir, une caméra. Sa batterie était morte, mais la carte mémoire à l'intérieur était intacte. « Je pense, » dit Miss Marple à voix basse, « que nous ne sommes pas les seuls à être venus chercher Clara. » Edith prit une inspiration. « Tu crois que Liliane... » « Je crois que Liliane Mayhew n'a jamais quitté le village, et je crois qu'elle nous observe depuis la mort de Charles. Pas pour nous, pour elle. » Miss Marple tournait l'appareil photo dans sa main. Elle n'est pas revenue pour se venger. Elle est revenue pour obtenir des preuves. Pensée pour les 18 ans. L'appareil photo semblait indécent entre les mains de Miss Marple, comme un petit boîtier destiné à écouter plutôt qu'à regarder. Elle n'essaya pas de l'allumer. Sa batterie était aussi déchargée que l'air du salon de jardin. Mais elle sortit la carte mémoire avec une précaution qui ressemblait à de l'hésitation et la glissa dans son sac à main. Edith l'observait avec la concentration fixe de quelqu'un qui en avait déjà trop vu et savait que la prochaine chose pourrait être pire. Ils se dirigèrent vers la rue principale dans le silence, le village tirant les rideaux à cette heure tardive, laissant entrevoir la lumière du jour. Le pharmacien possédait une petite machine à imprimer des photos numériques. Monsieur Pell, le propriétaire, leva les yeux avec la gaieté fade d'un homme qui pensait fermer dans 5 minutes et qui maintenant ne le ferait plus. « Juste une carte, » dit Miss Marple, et elle le laissa faire le reste. Les premiers clichés apparurent en un flot ininterrompu. La haie, l'allée du jardin, les porte-fenêtres de Nether Bellows, tous pris hors de la vitre au cours des 2 dernières semaines. La plupart furent pris au crépuscule ou au petit matin. L'angle de vue ne changea jamais. Celui qui les avait pris se tenait presque au même endroit, à chaque fois, comme enraciné. Puis le courant changea. Une photographie du salon de jardin, de à l'intérieur, la chaise impeccable au premier plan, le mur du fond étrangement incliné, un rectangle pâle et nu où était accroché le portrait disparu. Un autre plus proche, la couture du revêtement de la coudoir, une petite entaille dans le tissu, exactement là où Edith avait trouvé le fil de soie noire. Une troisième image les arrêta tous deux. La chaise encore, mais une main pénétra dans le cadre par le bord, gantée de noir, le bout des doigts pincé sur un fil tendu, saisi en plein cliché. Le flash s'était reflété dans la vitre. Dans la lumière, ils distinguèrent une faible image double de la manche du photographe. Laine sombre, poignet étroit, avec une seule couture. Edith expira. « Ce ne sont pas mes gants. »« Non, » dit doucement Miss Marple, « ils ne le sont pas. » Monsieur Pell posa la série suivante sur le comptoir, face visible sans le vouloir. Une série prise 2 jours avant la mort de Charles. Le portail du jardin entr'ouverte, un gros plan du vieux cadenas planté dans le lierre, une empreinte de chaussure enfoncée dans la terre humide. La semelle était caractéristique. 3 chevrons dans un cercle. Pas un talon de dame, des bottes de campagne. Le rodatage indiquait 6h42. Et puis,
Une photo avec un horodatage qui ressemblait à une aiguille. Le matin de la mort de Charles, 9h17. Une vue du salon de jardin à travers la vitre. La chaise était inclinée vers le mur. Aucun signe de Charles. Mais dans le panneau de gauche, un reflet à peine perceptible. La silhouette d'une personne vêtue d'un manteau qui lui descendait à mi-mollet, une épaule fortement tournée vers l'intérieur, comme pour se renforcer. Trop flou pour un visage. La dernière image était presque noire. Lorsque M. Pell ajusta le contraste, un rectangle ondulant apparut, le dos d'une toile tendue vers l'objectif. Un éclat de bois courant le long du châssis portait une minuscule rainure, 3 courtes entailles, comme une signature grossière. Miss Marple toucha l'inscription du bout du doigt. « Voilà, demande à l'aveugle. »« Pardon ?» demanda M. Pell. « Rien, » répondit-elle gentiment. « Vous m'avez été d'une grande aide. » Dehors, le vent s'était levé et faisait vibrer l'aubépine. Ils revinrent lentement, et Miss Marple semblait observer le sol avec autant d'attention que le chemin devant eux. « Tu savais ce que tu espérais voir, » dit enfin Edith. « Pas qui, mais quel genre de choses ?» Miss Marple hocha la tête sans la regarder. Les gens fiers de leur travail discret le marquent souvent, comme seuls ceux qui savent le faire. Cette petite rainure sur le châssis. Notre encadreur du village faisait 3 entailles lorsqu'une toile avait besoin d'être renforcée. Il est presque complètement aveugle maintenant, mais ses mains se souviennent de ce que ses yeux ne peuvent plus retenir. « Monsieur Aubrey Reed, » murmura Edith. « Il a conservé les photos de Michael en ordre pendant des années. »« Exactement. On lui rendra visite demain matin. » À leur retour, ils trouvèrent la maison fermée, mais sans sommeil. Edith s'arrêta sur le seuil, puis poussa doucement la porte. Elle s'ouvrit vers l'intérieur avec le léger grincement d'une vieille charnière. Rien ne bougea. Le salon de jardin attendait. Sur la console du hall se trouvait une enveloppe. Ni timbre, ni inscription. Miss Marple l'ouvrit d'un coup d'ongle. « Ne me cherche pas. » Il a cherché, et tu as vu ce que ça lui a coûté. Elle appartient à la maison. Elle appartient au silence. Si tu continues à l'appeler, elle répondra. « Pour qui cela a-t-il été écrit ?» demanda Edith d'une voix à la fois douce et dure. « Pour les idiots, » dit Miss Marple. « Et autant l'être, ma chère. » Ils ne dormirent pas beaucoup. L'aube se leva, pâle et bleue, chargée de l'odeur de la pluie qui n'était pas encore tombée. À 9h, Miss Marple tapota légèrement sa canne dans l'étroite ruelle, derrière le marchand de légumes, et s'engagea dans une petite cour en briques. M. Aubrey Reed habitait le cottage au fond, où les roses poussaient en désordre et où une petite cloche en laiton était suspendue à un cordon effiloché. Il répondit aussitôt. Son regard était voilé, mais ce n'était pas celui de la défaite. Il bougeait avec cette vivacité et cette vigilance propres à certains aveugles, comme si la personne devant eux émettait un son déchiffrable. « Mademoiselle Marple, » dit-il chaleureusement, « et Madame Lovelace, si je ne me trompe. Votre démarche ressemble à celle de votre mari. La canne me dit le reste. » Elle sourit. « Nous avons une question concernant une toile, un vieux châssis, 3 encoches gravées au dos de la barre. Des mains expertes, une demande inhabituelle. » Il leva légèrement le menton. « Cette petite marque était la mienne, de mon enfance. Je l'ai faite quand quelqu'un voulait une cavité derrière la toile, non pas pour faire de la contrebande, rien de bien spectaculaire, mais pour y ranger des notes, des lettres. Que de l'air entre les deux, Monsieur Reed, disait-on, et que l'air retienne les mots. »« Qui t'a demandé ça ?» demanda doucement Miss Marple. « J'oublie rarement une voix, » répondit-il. « Celle-ci, douce, prudente, pas vieille. »
Précise comme le bord d'une feuille, elle ne disait jamais son nom. Elle sentait l'huile de citron et le cirage, des mains qui avaient nettoyé des cadres avant de venir me voir. Elle voulait 2 toiles préparées, ainsi, toutes 2 petites. Elle disait qu'elle devait surveiller une pièce. Est-ce qu'elle a dit quelle pièce? La salle de jardin de Nether Bellows, dit-il, et Miss Marple entendit Edith retenir son souffle. Quand? Demanda Miss Marple. Oh, il y a 20 ans? Non plus. Je perdais déjà la lumière, mais j'avais toujours le banc. Elle a payé en demi-couronne et m'a demandé de les emballer dans le papier craft que j'utilise pour les supports. Je lui ai dit de faire attention aux punaises. Elle a dit qu'elle avait la main sûre. Et ces derniers mots, il sourit, sans joie. Elle dit, si quelqu'un demande, c'est la vieille dame qui l'a ordonné. Mais ce n'était pas la vieille dame. C'était une jeune femme, une femme patiente, le genre de femme qui resterait assise dans un jardin pendant 1 heure, sans bouger, si cela lui permettait de voir ce qu'elle est venue voir. Ils quittèrent M. Reed avec des remerciements et une généreuse somme d'argent en bons d'achat. Sur le chemin, Edith prit la parole, la première. « Liliane, dit-elle, elle travaillait avec des cadres, de l'huile de citron. Elle savait cacher des choses derrière des toiles. C'est elle qui a placé l'appareil photo derrière le portrait de Gertrude. » « Et celle qui l'a pris, dit Miss Marple. Mais elle n'était pas la première à utiliser un tableau pour cacher des lettres. Cette petite galerie dans l'aile, et nous a appris que quelqu'un avait commencé ce jeu bien avant. Je ne pense pas que Liliane soit revenue pour détruire le passé. Je pense qu'elle est venue pour le récupérer. « Pourquoi ?» demanda Edith. « Pour preuve, » répondit Miss Marple. « Pour preuve de ce qui a été fait aux enfants. » Lorsqu'ils atteignirent Nether Bellows, l'agent Rowan était sur le perron, les mains gênées et respectueuses autour de son carnet. Derrière lui, le docteur Markham se tenait, son chapeau à la main. Leurs visages affichaient la gravité qu'ils jugeaient appropriée pour une visite dans une maison en deuil. « Madame Lovelace, dit Rowan, on nous a signalé quelque chose. Monsieur Peter Milner, l'homme de Dunscombe Heath, quelqu'un s'est introduit dans son cottage la nuit dernière. Il est secoué, mais il va bien. Qui que ce soit, il a pris des papiers, des lettres surtout, et les a laissés à l'arrière. Aucune empreinte, aucun voisin n'a rien vu. » Le docteur Markham s'éclaircit la gorge. « J'ai réexaminé Charles ce matin. Le médecin légiste a conclu à une cause naturelle compliquée par le stress, une arythmie, possiblement induite. Mais les ecchymoses au cou, la dilatation, tout cela est étrange. Il n'y a pas d'explication simple. » Miss Marple observait leur visage plutôt que leurs paroles. L'agent Rowan était impatient de se rendre utile. Ses yeux se posèrent sur elle avec cette gratitude que les jeunes hommes ressentaient souvent lorsqu'elle semblait mettre de l'ordre dans leurs pensées. Le regard du médecin n'était plus froid, sur la défensive. Elle classa le document comme on classe un reçu, sans jugement, mais à ne pas perdre. « Merci, » dit-elle. « Une dernière chose. Vous souvenez-vous, docteur, de l'heure à laquelle vous êtes arrivé le jour où Charles a été retrouvé ? » « Presque 11 heures, dit-il. Peut-être un quart d'heure. Et vous, gendarme, quand êtes-vous entré pour la première fois dans la salle de jardin ? 10h43. Je l'ai noté. » Il jeta un coup d'œil à ses notes, et je l'ai verrouillé après. Sauf que quelqu'un a pris une photo de l'intérieur à 9h17, dit Miss Marple d'un ton doux. Et quelqu'un d'autre, ou le même, a tendu la main gantée pour casser un fil près de la couture du revêtement, probablement pour défaire un accroc. Les oreilles de Rowan rosirent légèrement. « Il faudra voir ces photos, Miss Marple. »« Bien sûr, » dit-elle en lui tendant un joli sous-ensemble.
Pas tous, pas encore. Ils partirent, portant leurs ailes comme des parapluies qu'ils ne savaient pas comment tenir. Edith referma doucement la porte. « C'est elle, dit Edith. Liliane. Elle a peur qu'on retrouve Clara. Elle veut qu'on arrête. » Miss Marple resta figée. Si Liliane, et Liliana aime, elle protège peut-être quelqu'un, ou le témoignage de ce qui a été fait. Le silence n'est pas toujours l'ami des méchants. Il est parfois l'allié des blessés. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous l'invitons à prendre le thé, dit simplement Miss Marple. Edith le fixa. Maintenant? Demain, dans le salon de jardin. Invitez Sibylle aussi, et le docteur Markham, si possible. Dites au pasteur qu'il y aura du gâteau aux noix, et demandez-lui de venir vers la fin. Et écrivez à Monsieur Milner. Demandez-lui de venir aussi. Dites-lui que vous avez quelque chose de Clara, qu'il devrait voir. Edith hocha lentement la tête, ses mains tremblantes à nouveau. « Que dois-je préparer ?»« Rien de plus qu'un gâteau, » dit Miss Marple. « J'apporterai le reste. » Ce soir-là, tandis que la lumière s'étendait comme un fil sur le plancher, elle disposa la pièce comme Charles l'avait autrefois préférée. La chaise tournée vers le jardin, la petite table à sa gauche, le mur nu au-delà, têtu dans son vide. Miss Marple a ensuite apporté 2 petites modifications. Elle a glissé la bande brodée. Je ne suis pas le fantôme, je suis le souvenir. Dans le pli de l'accoudoir, où le revêtement s'était effiloché et avait lissé le tissu jusqu'à ce que les mots soient presque invisibles, à moins de savoir où regarder. Et elle plaça un mouchoir jaune d'enfant sous le pied de la chaise, ne laissant dépasser qu'un coin. Quand elle eut fini, elle resta longtemps dans l'embrasure de la porte, écoutant la salle lui répondre. « Demain, dit-elle dans l'air, nous regarderons tous ensemble. » Alors qu'elle se retournait pour partir, un courant d'air parcourut la maison comme une pensée. Les rideaux se soulevèrent et retombèrent avec un soupir. Sur la table, la dernière photo gisait face contre terre, là où elle l'avait laissée, et pendant un instant, elle vit, non pas la fille en jaune, ni la main gantée, mais un petit détail auquel elle n'avait pas prêté attention plus tôt. L'étroite manchette à l'unique couture, reflétée dans le verre. Elle avait déjà vu ce brassard. Sur la manche de la personne qui avait servi du thé dans cette même pièce l'après-midi où Charles est mort. Le matin du thé arriva vif et lumineux, le genre de journée où la lumière semblait avoir été effacée pendant la nuit. Edith s'agitait dans la cuisine, avec une précision quasi militaire, mesurant la farine et le sucre comme si la juste proportion pouvait calmer ses nerfs. Dans le salon de jardin, Miss Marple supervisait la disposition des chaises comme on dispose les pièces sur un échiquier. Elle plaça le siège de Liliane face à la fenêtre, la lumière éclairant son visage en plein. Celui de Sibylle était juste à côté, d'où elle pouvait tout voir, sans se sentir au centre de l'attention. Celui du docteur Markham était suffisamment proche du fauteuil en question pour que ses jambes le frôlent presque. La place de M. Milner était près de la porte, lui permettant de surveiller les arrivées et les sorties. Le vicaire, comme prévu, entrerait plus tard, sa présence décontractée, apparemment imprévue. Sur la petite table près de la chaise Bordeaux, Miss Marple posa le plateau de thé. Elle avait insisté pour se servir elle-même. À côté des tasses, dans une soucoupe discrète, se trouvait une pince à sucre dont le manche était légèrement terni. Elle l'ajusta une fois, non pas pour la rendre plus nette, mais pour la positionner. À 3 heures précises, Edith fit entrer le premier invité. Sibylle Carruthers fit irruption, vêtue d'un manteau gris tourterelle et portant une boîte de sablette qu'elle avait probablement achetée à la boulangerie.
en passant. Lillian Mayhew arriva quelques instants plus tard, son manteau vert forêt boutonné haut, une écharpe soigneusement nouée au cou. Elle sourit poliment à Edith, mais son regard se porta sur le salon de jardin, presque avant d'y entrer, scrutant l'espace d'un air qui n'avait rien d'une simple désinvolture. Le docteur Markham suivit, présentant à nouveau ses condoléances d'une voix à la fois sincère et un peu trop expérimentée. M. Milner arrive le dernier, sa taille faisant paraître l'embrasure de la porte plus petite. Il retira sa casquette et salua tout le monde d'un signe de tête, son regard se posant sur Liliane avec une expression indéchiffrable. Reconnaissance, souvenir, ou peut-être calcul. Miss Marple servit le thé avec une lenteur douce, laissant la conversation reprendre son cours habituel au village. Remarques sur le temps, les réparations de l'église, la pénurie de bon beurre. Sibylle commença à raconter un scandaleux malentendu concernant des feuilles, de cantiques, et même le docteur Markham s'autorisa un petit rire. Seule Liliane resta tendue, les mains jointes trop parfaitement sur ses genoux, les yeux rivés de temps à autre sur la chaise à côté d'elle. Lorsque les tasses furent remplies et que la première vague de bavardage s'apaisa, la voix de Miss Marple prit ce ton distrait qu'elle utilisait lorsqu'elle avait l'intention de laisser tomber une pierre dans de l'eau calme. « C'est curieux, n'est-ce pas ?» dit-elle, comme certains objets tiennent compagnie. Une chaise, par exemple. Même déplacée, elle semble se souvenir de sa place. La tête de Liliane se tourna légèrement. Dans cette pièce, poursuivit Miss Marple, cette chaise a fait face au jardin pendant des années. Puis dernièrement, elle s'est tournée vers le mur. Et chaque fois qu'on la retournait, elle se retournait. La veille de la mort de Charles, elle était de nouveau face au mur. Elle prit sa tasse. On pourrait sans doute la prendre pour une fantaisie, à moins de savoir qu'elle était délibérée. Le docteur Markham posa sa soucoupe. Délibérément, Miss Marple hocha la tête. Le mouvement n'était pas dû à la chaise, bien sûr, mais à la personne. Et ce n'était pas le confort, mais la perspective. Face au mur, elle offrait un angle de vue très particulier, droit vers l'endroit où était accroché le portrait de Gertrude Lovelace, ce qui, justement, était l'endroit idéal pour dissimuler un petit appareil photo. Sibylle émit un léger bruit, mi-halètement, mi-curiosité. Les doigts de Liliane se crispèrent légèrement sur sa tasse. « Suggérez-vous que quelqu'un nous espionnait ?»« Je ne suggère pas, » dit Miss Marple d'un ton doux. « Je déclare. » Elle posa sa tasse et joignit les mains. L'appareil photo était là, il y a quelque temps. Il a été retiré peu après la mort de Charles, mais pas avant d'avoir pris une photo, le matin même de sa mort, montrant la pièce, la chaise et le reflet de quelqu'un debout dehors. Son regard se porta brièvement sur le brassard du médecin, net et sombre, avec cette unique ligne cousue. Quelqu'un qui avait raison de venir tôt, avant la police, avant que le médecin ne soit officiellement appelé. La mâchoire de Markham se serra. « Tu insinues. »« Je dis, » interrompit doucement Miss Marple, « que la manchette, cousue, correspondait exactement au reflet, et que lorsque je vous ai vu ici pour la première fois ce jour-là, docteur, vous portiez ce même manteau. Vous auriez pu l'expliquer par une coïncidence, sauf que la carte mémoire de l'appareil contenait également des photos datant de plusieurs semaines, dont celle d'une main gantée retirant un fil de l'accoudoir, un fil que Madame Lovelace a trouvé. Un silence s'installa. Les battements de cœur d'Edith semblaient résonner à ses oreilles. « Vous êtes allée trop loin, Miss Marple, » dit Markham d'une voix ferme mais basse.
Ce ne sont que des suppositions. Alors peut-être que M. Milner nous aidera, dit Miss Marple en se tournant vers lui. Vous souvenez-vous de Clara? La voix de Milner était rauque. Je me souviens. Elle était là, dit Miss Marple. Non pas fantôme, mais incarnée, cachée, peut-être déplacée. Mais elle savait qui lui avait fait du mal, et elle ne l'avait pas oublié. Charles avait appris la vérité et s'était confié à quelqu'un. Il aurait dû être en sécurité. Pourtant, il est mort. Un homme de votre talent, docteur Robbie, saurait provoquer une défaillance cardiaque, une défaillance qui ne laisse aucune trace, si ce n'est une petite contusion, une dilatation des yeux, les signes que vous avez vous-même rapportés. Le regard de Markham se durcit. Pourquoi lui ferais-je du mal? Parce que, dit doucement Miss Marple, vous étiez l'une d'elles, l'une des tutrices choisies par Gertrude. Votre nom apparaît dans les registres paroissiaux, comme tutrice des pupilles d'après-guerre. Clara y compris, Liliane y compris. Tous les regards se tournèrent vers Liliane. Son visage était pâle, mais sa voix était ferme. Je suis revenu pour la protéger, pour trouver la preuve de ce qui avait été fait. Elle jeta un coup d'œil vers Markham, voulait qu'elle soit oubliée, tous les documents détruits, et Charles a trouvé le dernier. Vous avez pris l'appareil photo, dit Miss Marple, pour protéger les preuves, mais vous avez aussi laissé des avertissements, des notes destinées à nous détourner de l'affaire. Vous craignez que la mauvaise personne ne trouve Clara avant vous. La mâchoire de Liliane se serra, mais elle ne le nia pas. Miss Marple se leva et se dirigea vers le fauteuil bordeaux. Elle se pencha et souleva le bord effiloché de l'accoudoir. En dessous, à peine visible, se trouvait la bande brodée. Je ne suis pas le fantôme, je suis le souvenir. Elle le posa sur la table à côté du mouchoir jaune. C'étaient les siennes, dit Miss Marple. La fille à qui on avait ordonné de se taire, qui avait appris à observer dans l'ombre. Elle est le dernier témoin vivant de ce qui s'est passé ici, et elle est là depuis toujours. La pièce semblait retenir son souffle. Dans le couloir, on entendit un léger craquement de plancher. Les têtes se tournèrent. Une silhouette se tenait dans l'embrasure de la porte. Petite, mince, vêtue d'une robe jaune délavée qui aurait pu être brillante autrefois. Ses cheveux étaient noirs, son regard méfiant mais sans crainte. Liliane se leva lentement, la voix brisée pour la première fois. Clara. Le regard de la jeune fille se posa sur Miss Marple. « Tu as reculé la chaise. »« Oui, » répondit doucement Miss Marple. « J'ai pensé qu'il était temps qu'elle fasse à nouveau face au jardin. » Clara entra dans la pièce, silencieuse comme un souffle. Derrière elle, le vicaire apparut, l'air stupéfait. Miss Marple regarda Edith. « Maintenant, » dit-elle doucement, « la suite est à venir. » La pièce était si silencieuse que le tic-tac de l'horloge sur la cheminée semblait si fort qu'il semblait provenir d'une autre maison. Clara se tenait juste derrière la porte, les mains jointes, sa robe jaune délavée flottant sur sa silhouette frêle. Elle ne ressemblait pas à un fantôme. Elle ressemblait à une fille qui avait appris à vivre sans être vue. Liliane fit un petit pas en avant, mais le regard de Miss Marple l'arrêta. « Laissez-la parler, » dit-elle doucement. La voix de Clara, lorsqu'elle se fit entendre, était ferme. « Ils m'ont dit de me taire, que si je disais ce que j'avais vu, je serais envoyé dans un endroit pire qu'ici. Mais je l'ai vue la pousser, la femme en chemisier jaune, dans le puits. Elle criait, et puis elle n'a plus crié. » Edith retint son souffle. « Gertrude ?» Clara hocha la tête. Après ça, ils ont dit que j'avais imaginé ça, qu'il n'y avait pas de corps, qu'elle était partie.
Mais ils ne m'ont pas laissé partir. Je n'avais pas le droit d'approcher du portail. Elle tourna les yeux vers le docteur Markham, m'a dit que j'étais malade, que si quelqu'un l'apprenait, on m'emmènerait en camionnette. Il m'a apporté à manger, des livres, mais pas la vérité. La bouche de Markham s'ouvrit, puis se referma. Sa main se dirigea vers la poche de son manteau, comme s'il cherchait ses mots, là plutôt que dans sa gorge. Miss Marple prit la parole d'une voix calme mais ferme. « Et quand Charles a découvert que tu étais toujours là, caché et surveillé, il a essayé de t'aider. Il a prévenu Liliane, et peut-être d'autres. Mais tu ne pouvais pas risquer que la mauvaise personne découvre où tu étais. » Le regard de Clara se porta sur Liliane. Elle m'a laissé des mots. Sous la chaise, des petits morceaux de tissu. Je savais qu'elle me regardait. Je ne savais pas si je pouvais lui faire confiance. La voix de Liliane tremblait. « Je suis venu t'emmener, Clara. Je n'ai pas pu le faire avant. Mais après Charles, après qu'il... » Elle s'interrompit. Markham se redressa sur son siège. J'ai fait le nécessaire. Cette fille était un danger pour elle-même et pour les autres. Elle n'était pas faite pour ce monde. Le regard de Miss Marple était perçant. Non, docteur, elle représentait un danger pour votre réputation. Vous étiez l'un des administrateurs. Gertrude et vous dirigiez les services, et vous saviez ce qu'il advenait de ceux qui causaient des problèmes. Clara fut la dernière à s'en souvenir. Et la curiosité de Charles menaçait de faire éclater l'affaire au grand jour. Il se redressa. « Tu ne peux pas prouver. Au contraire, » interrompit doucement Miss Marple. « Nous le pouvons. L'appareil photo, les photos, les registres paroissiaux. Et maintenant, le témoin vivant que vous croyez ne parlerait jamais. » Le visage de Markham se vida. Il se leva, mais M. Milner s'avança, bloquant la porte. L'agent Rowan, appelé discrètement par le vicaire une heure plus tôt, sortit du couloir et posa une main sur le bras du médecin. « Je pense que vous feriez mieux de venir avec moi, monsieur. » Le regard de Markham se posa sur Miss Marple, froid, mais pas surpris. « Vous avez toujours été une indiscrète, » dit-il, et il se laissa entraîner. Lorsque la porte se referma derrière eux, l'air du salon de jardin semblait plus léger. Clara s'avança, son regard parcourant l'espace comme pour se réhabituer à lui. Elle toucha la coudoir du fauteuil bordeaux, effleurant du doigt l'endroit où la broderie avait été dissimulée. « Il n'est plus nécessaire qu'il soit face au mur, » dit-elle doucement. « Non, » acquiesça Miss Marple. « Ce n'est pas le cas. » Liliane s'approcha alors d'elle, lentement et prudemment, comme si elle s'approchait d'un oiseau sauvage. Clara ne recula pas cette fois. Leurs mains se rencontrèrent brièvement, sans grande démonstration, juste un léger signe de reconnaissance. L'une avait été trouvée, et l'autre avait continué à chercher. Edith servit du thé frais à tous ceux qui restaient, ses mouvements n'étant plus crispés par la peur. Sibylle, inhabituellement calme, tendit à Clara une part de gâteau aux noix, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Miss Marple resta un moment à la fenêtre, regardant le jardin. La chaise était orientée vers le chemin ensoleillé, le mouchoir jaune soigneusement plié sur la table d'appoint. La maison était plus silencieuse qu'elle ne l'avait été depuis des années, mais sans le silence oppressant des secrets. C'était la quiétude d'un lieu qui commençait à s'apaiser. Elle savait que le village parlerait, bien sûr. C'était toujours le cas. Il y aurait des spéculations et des embellissements, et avec le temps, la vérité s'userait comme un caillou, passé de main en main. Mais Clara aurait désormais sa propre histoire, et elle serait libre de la raconter ou de la garder. Miss Marple se retourna vers la pièce, le regard chaleureux. « Eh bien, dit-elle,
Je crois que ça suffit amplement pour un après-midi. Pas vous ?» Et sur ce, elle prit son thé, s'installa dans le fauteuil donnant sur le jardin et laissa la lumière du soleil tomber sur ses genoux, le mystère de la maison enfin dissipé.